Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ce jour à Dolisie, au sud du Congo, ce 3 octobre, à la rencontre d'une grande personnalité, parce que c'est un monsieur, un activiste qui œuvre dans le domaine associatif et caritatif. Il s'agit bien sûr de monsieur Philippe Valessa, un Canadien au Congo qui fait des choses. Avec lui, nous allons en parler. Alors, je m'en vais à sa rencontre. Question d'en savoir un peu plus parce qu'il se passe à Dolisie qu'il y a un projet déjà en cours pour cette rentrée scolaire, donc une école canadienne qui devrait recevoir des enfants de la maternelle à l'école primaire. Mais tenez-vous bien, ces enfants devront apprendre à la fois l'anglais et le chinois. C'est inédit. On en parle avec lui. Merci d'avoir répondu à notre doléance de vous rencontrer. Okay. Parce que Dolisie regorge beaucoup de richesses, mais aussi des richesses intellectuelles. Tout à fait. Et venu de l'étranger pour investir à Dolisie, ça veut dire que vraiment, vous êtes un homme de cœur. Okay. Alors on voudrait vraiment se concentrer sur tout ce que vous faites comme initiative dans cette grande ville qui est Dolisie. On va donc s'asseoir pour développer sur la question. Merci beaucoup. Toile, chers internautes, une fois de plus, merci d'être des nôtres, votre émission Opinion. Nous sommes installés avec M. Philippe Valessa. Il est le promoteur de l'école canadienne de développement Congo et aussi président du conseil d'administration des coopératives financières canadiennes de croissance Congo. M. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment trouvez-vous la ville de Dolisie? Oui, elle est paisible. Ce que j'aime dans la ville, c'est qu'on mange bio. Et ça manque beaucoup de l'autre côté de la rive. Et également, les gens sont gentils. Beaucoup d'opportunités à exploiter. D'où vient l'initiative de cette école canadienne? Merci beaucoup. L'école canadienne, c'est une école qui a été enregistrée au Canada, mon pays, le 30 octobre 2018. Et elle est l'émanation d'une volonté de réformer le système éducatif, disons, sinon l'enrichir par rapport à la pratique africaine, puisque beaucoup de pays depuis 1901 ont emprunté le système éducatif français ou étranger et ça n'arrive pas à s'arrimer avec la réalité. Et lorsque je sais que les Canadiens, comme pays de l'Amérique, et beaucoup dans le réalisme, alors nous avons pensé enrichir, sinon donner notre part de contribution au système éducatif congolais, mais dans le privé, pour faire que, par exemple, dès la petite enfance, les gens apprennent à parler anglais ou encore le mandarin, les langues qui s'imposent aujourd'hui dans le monde pour transiger. Et nous pensons également que avec l'intégrité, on peut faire de sorte que les gens reviennent à la conscience et utilisent ces modèles-là de développement pour s'enrichir et régler beaucoup de problèmes, surtout à caractère économique. En tout cas, régler beaucoup de questions à caractère économique, on sait que autour de l'économie se trouve aussi la ressource humaine, c'est donc la formation de l'homme. Et cela commence par la petite enfance, comme vous venez de le dire, donc à compter de la maternelle jusqu'à l'école primaire. Et les langues, vous l'avez appris avec nous ici, il s'agit bien sûr de l'anglais, du chinois et peut-être aussi du mandarin. Ce sont donc des grandes langues, en tout cas qui font la puissance économique actuelle. Nous sommes dans un monde qui se globalise. Tout donc la nécessité d'initier très tôt nos enfants pour que dans leur futur proche, ils s'intègrent facilement à ce système économique qui se mondialise. Monsieur Philippe, alors pourquoi avoir choisi Dolisie pour cela? Oui, je suis venu au Congo en février 2018. J'ai d'abord voulu m'imprégner de la situation. J'ai fait l'état des lieux. J'ai trouvé que on pouvait organiser les gens sous le concept de la coopérative. Parce qu'en parlant de la coopérative, le Québec, le fleuron avec Alphonse Desjardins, ça fait plus de 119 ans, avait réussi à réunir pendant la période de la crise
au moins des gens autour de lui. Et le premier jour, ils ont amassé moins de 500 francs, moins d'$1. Et aujourd'hui, le Fonds des Jardins, la coopérative est devenue un modèle qui est exigé même par les institutions internationales. Et même au niveau de l'Afrique, ça devient un fleuron. Et on se dit, dans un Congo quelque peu sombre au niveau économique, ça devient l'une des solutions pour que les gens comprennent qu'au lieu de se disperser en travaillant d'une manière individuelle, ils ont beaucoup à gagner en se mettant ensemble. Et en se mettant ensemble, on a bien compris qu'il faut privilégier la confiance, il faut rendre les gens intègres. Sans l'intégrité, on ne peut pas aller plus loin. Alors ce sont ces valeurs québécoises, sinon canadiennes, qui m'ont poussé à venir. Et lorsque je suis venu, je me rends bien compte qu'il y a un problème dans le domaine de l'éducation et nous, on a voulu donner notre part comme réponse à toutes les difficultés qui se trouvent pour que dès l'enfance, on forme, on transmet, on prépare, de sorte qu'à un moment, l'école est créée depuis le 30 octobre 2018, si je l'ai dit, immatriculée au niveau du gouvernement du Québec au Canada. Et cette expérience québécoise, sinon canadienne, bien de pays en ont besoin, notamment le Congo, pour faire qu'on passe moins de temps aux théories et beaucoup de temps à la pratique. Puisque chez nous au Canada, vous verrez qu'un plombier gagne plus qu'un professeur d'université. Et pour maintenant transformer les choses, il faut amener ceux qui sont dans des milieux assez reculés à cette logique. Par exemple, au niveau de l'école, on ne privilégie pas les caches. On pousse les gens à produire beaucoup. Il y a des produits que nous recherchons comme le curcuma, le gingembre. Il y en a toute une panoplie. Et les gens ne sont pas en mesure de le fournir parce qu'ils se disent à quoi ça va servir parce que je ne peux pas trouver de marché au niveau international. Mais nous, conscients de cette opportunité-là, nous les appelons pour dire allez dans les champs travailler, amenez-nous la production, faisons la compensation pour que même un enfant d'un paysan puisse étudier dans des conditions beaucoup plus confortables. Au village, par exemple, les latrines publiques font défaut, mais quand cet enfant a la chance de venir, par exemple, dans notre école, il utilise déjà des infrastructures sanitaires beaucoup plus modernes, tout ce qu'il faut, de sorte qu'il ne soit plus dépaysé quand viendrait le moment d'aller étudier au Canada ou ailleurs. Bon, quand on a vu l'école, on s'est dit non, on va d'abord essayer de mettre les enfants voir. On a dit c'est une coopération canadienne. Bon, on va voir s'il y a des avantages, des trucs comme ça. On a mis les enfants pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Ici, j'ai inscrit un enfant de 7 ans, il est en classe de C. Un anglais, chinois, un peu tout quoi. Ça me fait bien, ça me fait bien. Je suis vraiment ravie, voilà comment j'ai mis mon enfant. On souhaite un jour les enfants partent aussi au Canada faire ce qu'ils peuvent faire. Nous souffrons. Pour envoyer les enfants à l'étranger, ça nous pèse. Ça nous pèse. Tel que moi, j'ai envoyé 4. 2 au Sénégal, 2 au Maroc. Et ça nous a coûté les yeux de la tête. Maintenant, vraiment, nous avons la possibilité d'inscrire nos enfants sur place ici. Si on accordait d'inscrire les enfants jusqu'en 6e, CM2, 6e, moi je devrais inscrire tous mes petits-fils. Mais malheureusement, ce n'est pas de leur faute, c'est ce qu'ils font chez eux. Donc c'est jusqu'au seuil 1, j'ai pu quand même inscrire un petit-fils. Et je suis très heureuse. Vraiment, je remercie le staff de la coopérative. Je me suis même adhérée aussi à la coopérative canadienne pour m'ouvrir. Hein, parce qu'ils viennent nous réveiller. Parfois ici, nous n'avons même pas ce genre d'initiative-là. Souvent, c'est pour d'autres classes. Hein. Or, la coopérative canadienne, c'est... Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. C'est tout le monde. Que tu sois au plus profond du département, que tu sois au centre, vraiment, vous tous, vous êtes considérés de la même façon. On a compris que vous avez choisi Dolisie parce que justement, vous avez également ici à Dolisie une coopérative.
Alors, avant de passer sur la coopérative, un peu d'éclaircissement sur ce qui est du paiement des droits, des frais scolaires. Oui, chez nous, les enseignants viennent de l'étranger, il faut le dire, puisque le programme est canadien, les Congolais ne s'adaptent pas. Disons-nous aussi de vérité, dans le système éducatif congolais, il y a trop d'actes d'improbité, il y a des monnayages de points, il y a des favoritismes. Ça, ce sont des valeurs qui n'honorent pas le pays. Et nous, on s'est dit, il faut constituer une nouvelle pépinière sur laquelle on peut baser l'espoir d'un pays, de sorte que cette pépinière devienne le miroir du Congo de demain. Alors, c'est très difficile d'essayer de ramener ceux qui sont déjà avancés dans cette logique. Ça prendrait du temps. Alors nous avons pensé construire notre propre pépinière. Alors pour nous, le mode de paiement, je l'ai peut-être manqué à le dire au tout début, tout le temps que j'ai passé au Congo, en Afrique, puisque j'ai eu le temps d'aller dans 154 pays, j'ai remarqué un grand problème. Tous les pays veulent vivre, surtout les pays d'Afrique, dans le court terme. Ils veulent vivre seulement avec l'argent cash. Mais il n'y a, comme monétariste, il n'y a pas un développement sur le court terme. Alors, nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas remplacer l'argent cash par les crédits, de sorte que les crédits deviennent un instrument de prospérité? Le Congo, comme les autres pays d'Afrique, ne connaissent pas l'usage du crédit. Et nous, on s'est dit, à travers cet événement de l'école, on peut montrer aux gens qu'ils peuvent vivre sans s'asphyxier avec le crédit comme un instrument de prospérité, mais en revanche, ils doivent être solvables. Et c'est ce qui a bâti la prospérité de toutes les grandes nations aujourd'hui. On s'est dit, cet élément manque en Afrique, et pourquoi pas au Congo? Et c'est ce qui fait que nous passons maintenant dans la phase pratique, qui voudrait que quelqu'un qui est à Divenir, à Nyanga, qui est à Makwa, n'importe où, mais qui peut vouloir ce que ses enfants étudie dans de bonnes conditions, on ne va pas lui demander les cash, mais on voudrait qu'il ramène les produits. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Finalement, les gens vont comprendre, on ne peut pas trop s'attacher à l'argent cash, qui, à un certain moment, je l'ai dit, c'est un serviteur idiot, mais faire à ce qu'on puisse utiliser le crédit, le fait de différer le paiement, mais de respecter les échéances comme la seule issue heureuse, surtout pour les populations vulnérables. En tout cas, vous l'avez compris avec moi que M. Philippe Valessa est aussi un financier, en tout cas, qui a déjà roulé sa bourse là-dedans, parce qu'il a déjà travaillé pour le compte de l'ONU, c'est bien ça? Beaucoup plus pour Canadien de Croissance, je ne l'ai pas dit, donc je suis aussi promoteur. Ça fait 19 ans, j'ai travaillé pour Pricewaterhouse, j'ai travaillé pour des grandes organisations et je voudrais demeurer disons modeste pour aborder seulement la question de la solvabilité, sinon de l'éducation financière. On va donc respecter cette volonté, juste pour préciser, finalement, le mode de paiement se fait comment? C'est d'abord à combien la scolarité? Et comment est-ce que vous avez réfléchi pour que les parents s'en sortent? Oui, on donne des possibilités. La première possibilité, c'est de payer cash. Le frais d'inscription, c'est 50 000. Pour 50 000, ça donne la valeur de 100 $, parce que quand je parle, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois, de Canadiens qui vont se dire, mais 50 000 francs, c'est quoi? Mais c'est la valeur de 100 $. Et c'est déjà en dessous. Pourquoi? Puisque le matériel, je donne un exemple, quand vous allez à l'Institut linguistique du Québec, juste l'équipement, le matériel, que ce soit didactique, c'est plus de 1 500 000 francs. De l'autre côté, c'est plus de 4 000 $. Mais nous devons prendre une partie de ce matériel pour le mettre à la disposition de chaque enfant. Il y a des programmes, il y a des livres qui coûtent très cher, qui ne sont pas disponibles sur le marché congolais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi on demande cet équivalent-là auquel on ajoute. Et ça doit être payé cash. Et aussi, on s'est aussi rendu compte que les Canadiens préfèrent venir aussi encadrer, puisqu'on est très fort dans le centre de la petite enfance. Ça, c'est l'expérience québécoise qui l'a démontré, personne ne peut le nier. Et il y a une partie de ces enseignants-là qui viendraient pour des mises à niveau. Et de l'autre côté, nous avons des enseignants d'autres pays, notamment la République du Congo, dont le système éducatif est aussi bon et assez développé. Et ces gens-là ne demandent pas que venir former. Maintenant, quand ils vont former, ils vont répartir de sorte que maintenant que les Congolais reprennent.
c'est une très grande opportunité pour nous, également pour les enfants, parce qu'il y a une grande ouverture sur le monde, avec également les langues, l'anglais, le mandarin, le chinois, etc. Et puis un accent particulier sur la formation de l'enfant dès le bas âge, au sujet de la morale, la probité, et puis en fait à la fin, l'enfant devrait être capable de se prendre en charge dans le développement. En tout cas, nous sommes prêts pour la rentrée scolaire. Pour les parents, le souhait est qu'ils viennent et qu'ils envoient les enfants et qu'ils ne craignent de rien, et on peut tout arranger ensemble. Chaque mois, il y a les frais de collage qu'on appelle, mais chez nous, on appelle frais de scolarité. C'est si la maternelle, c'est 40 000 francs, ça donnerait 80 $. Si c'est les primaires, c'est 50 000 francs, ça donne 100 $. Alors, à 100 $, notamment 50 000, la personne peut payer. Maintenant, c'est là où interviennent les trocs ou l'échange avec les produits. En fait, le nouveau mode de paiement. Oui, le nouveau mode de paiement. Il y a beaucoup de gens qui ont des terres, ils ont du manioc, ils ont les riz, ils ont du soja, ils ont des gemmes. On est en train de chercher du curcuma et nous on leur dit, puisque leur infirmité mentale c'est seulement accroché à l'argent. Mais ils oublient que les produits vivriers c'est de l'argent. Alors nous on veut leur montrer que amenez-nous, nous savons comment les transformer, nous savons où vendre, de sorte qu'au lieu d'être asphyxiés, que vous soyez soulagés. Alors les gens aiment, ils trouvent que c'est une innovation et je crois que nous avons reçu des gens, même du Vénien, le maire du Vénien, M. Kwanzi a envoyé son petit-fils et là-bas, ils produisent beaucoup de manioc. Vénien, une localité proche de Dolisie. Oui, tout à fait. Il y a les gens de Nyanga, il y a des gens de Pointe-Noire, il y a des gens de Kayi. C'est que les gens comprennent, parce que l'avantage au niveau du Grand Niari, dans le département, les terres sont très érables, sont très fertiles. Alors, au lieu que tout le monde aille au travail, cherche la bureaucratie, mais nous, on veut qu'ils retournent à la terre, parce que c'est ça la grande richesse. Et je n'ai pas vu de grandes nations qui sont élevées sans l'agriculture. Et c'est là où nous nous apportons un peu plus pour les inciter à produire. À un moment, nous avons des services de labour, nous avons des services de semences que nous mettons à leur disposition pour qu'ils gagnent autrement. On parle de la diversification de l'économie, c'est bien vrai, mais il faut que ça devienne une réalité. Alors, le fait qu'un Canadien se retrouve à Dolisie, il y croit, puisqu'ils se disent, mais pourquoi il a quitté son pays pour venir et pourquoi il est en train de se donner trop de peine, et il a cette expérience heureuse qu'il voudrait nous transmettre, puisque c'est le temps aussi de dire la population n'a pas confiance dans certains de ses élites ou de ses cadres, puisque pour une raison ou une autre, elle se trouve qu'elle avait été abusée. Alors, quand quelqu'un d'un grand pays comme le Canada vient, qui n'a pas un casier judiciaire, un mauvais casier, qui est soutenu par les services consulaires dans ce qu'il fait, alors ils se disent que c'est peut-être une issue. Mais pour nous, on se dit que c'est l'amour du devoir, nous devons le faire, puisque on a eu beaucoup, quand on est citoyen d'un grand pays, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, quand je suis à Dolisie, même marié au Canada, les gens me proposent encore des mariages, et surtout qu'on permet la polygamie. Mais tout ça, c'est quoi? Pour avoir la possibilité d'aller un jour au Canada. Il y a des amis qui se créent, des amitiés qui se créent, mais nous on se dit que ces valeurs canadiennes valent la peine d'être exportées ailleurs, et on se dit qu'on est parmi le missionnaire économique qui vont faire de sorte qu'il y ait un autre éclairage, une autre façon de voir les choses qui permettrait même au gouvernement de s'en sortir, puisque depuis que les Congo et Congo, l'Afrique et Afrique, il n'y a pas eu beaucoup d'institutions qui ont essayé d'insuffler un nouveau sang, par exemple dans les domaines du crédit. Et nous on se dit ça c'est pris, c'est un combiné d'ensemble, et en tant que quelqu'un de la société civile, et on se dit que nous avons cette responsabilité-là. Alors, les gens comprennent, ils veulent vivre maintenant avec le crédit. Partout, les gens viennent dire, ok,
est-ce que je peux apporter dans 6 mois telle quantité de marchandises? Est-ce que... Maintenant, nous, on se rend aussi compte qu'ils ont l'électricité, ils ont beaucoup de facilité et on est en train de voir comment on peut transformer sur place une partie du produit de sorte que ça marche. Je donne l'exemple. Il y a une société américaine qu'on appelle Lay's qui transforme les pommes de terre en chips. Et vous allez voir qu'en 2015, le profit était de plus de 35 milliards de dollars. Mais vous allez à Ditadi, vers le dimanche, vous trouvez qu'ils produisent beaucoup de pommes de terre. Et les gens aiment manger beaucoup de frites. Mais au Canada, nous avons une spécialité de frites qu'on appelle la poutine. Les Québécois adorent ça. Mais on peut amener la même chose, faire la poutine ici, pour que les gens consomment, au lieu qu'on fasse venir les pommes de terre de loin. Alors, si nous avons des usines qui produisent des transformations, au lieu que les gens tournent toujours vers l'aise, tout le monde peut se retrouver. C'est la même chose pour les patates douces. Il y en a beaucoup ici, j'étais en Gamboma hier, ça pullule, c'est la même chose avec les ignames, mais on ne sait pas les transformer. Et ce qui me fait encore beaucoup plus mal, il n'y a pas de chambre froide pour conserver les légumes et les fruits. Et vous allez voir, dès qu'on est en octobre... Les saisons. Oui, des tomates, il y en a beaucoup. Mais, et puis, ceux qui travaillent dans le champ sont découragés. Ils sont obligés de bazarder les fruits parce qu'ils n'ont pas de mesure. Mais avoir une chambre froide, ce n'est pas un grand problème. C'est quelque chose de 4 millions de francs, je peux dire 8 000 $. Maintenant, aujourd'hui, à travers la coopérative, qu'est-ce qu'on fait? On dit, vous chacun, donnez au moins 100 $. Quand nous sommes 100 personnes, on a 4 000, on achète. C'est que nous voulons rentabiliser les efforts collectifs, parce que c'est par là que la richesse peut passer. Alors, de sorte que quelqu'un qui... Il y a même d'autres, ils n'ont pas des camions pour... transporter. Je parle par exemple de Assibiti, quand vous allez un peu plus loin, vous allez trouver les bananes plantains. Ça pullule. Il n'y a personne qui achète. Mais nous, on s'est dit, si 5, 10 personnes, 20 personnes peuvent mettre au moins 500 $, ils vont acheter un camion. Maintenant, ces camions-là vont faire des rotations, aller à Mabombo, un peu plus loin, ramasser toute cette production-là et ramener. C'est que, pour dire au final que on ne veut pas, l'État est conscient de ses faiblesses et veut restituer le secteur de production au privé. Mais il faut maintenant avoir des innovations, il faut être transparent, amener de nouvelles façons de faire qui puissent convaincre et l'État et la population, de sorte que cette synergie donne des fruits escomptés. En tout cas, des bons résultats, c'est ce qu'on a compris. Je rappelle que le Congo venait d'abriter il y a quelques semaines Investir en Afrique, un grand forum sponsorisé par la Chine. Question d'étudier les points et aussi d'inviter les investisseurs d'investir en Afrique et surtout au Congo. Eh bien, Monsieur Philippe Valessa, on est donc un exemple patent. On va donc encore revenir sur le collectif. Combien de membres déjà à Dolisie et quels sont les projets? Oui, nous sommes plus de 400 membres hein, en règle. Alors on peut dire que dans une année, la coopérative financière canadienne de croissance de Dolisie, elle est la plus importante, non seulement du département ou de la province, je peux dire aussi du pays, puisque nous avons l'économie de proximité. Lorsque nous sommes à Abala, je crois que l'autre fois vous avez vu nos infrastructures, nous regroupons plus de 100 membres, mais à Pointe-Noire, nous avons aussi plus de 300 membres. À Abala, c'est que les gens comprennent le dynamisme. Alors, à Dolisie, on a plus de 300 membres en règle. Maintenant, les projets sont lesquels? Nous avons par exemple le projet de l'achat de chambres froides qui permettrait que tous les membres, surtout les paysans agricoles, parce qu'ils sont les plus nombreux, qui sont confrontés aux difficultés, qu'ils viennent mettre leurs produits dans la chambre froide. Ça permet que le moment venu, c'est par exemple des carottes, cette période, il y en a beaucoup, ça coûte moins cher. Mais fin octobre, ça va coûter très cher. Mais si c'était très bien exposé quelque part, on les répandrait pour vendre. Il y a des sociétés pétrolières à Pointe-Noire qui aimeraient, pour leurs employés, acheter, par exemple, des produits de maraîchage. Mais si on passe par Canadien de croissance, parce que c'est aussi les noms,
les gens sont en mesure de se constituer, de se faire de l'argent. Il y a aussi un projet sur les camions, puisqu'on se dit, mais il faut faciliter les transports. Ce n'est pas facile. Quand vous allez dans la ville, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de camions, mais qui ne donnent pas crédit. C'est que pour transporter du village ou du site de production jusqu'au site de consommation des produits, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez le produit. Qu'est-ce que vous faites? Mais nous, on s'est dit, avec nos propres camions, ça peut se déplacer plus loin, aller jusqu'au fond, prendre la production et ramener. Maintenant, au niveau de Pointe-Noire ou de Dolisie surtout, parce que Dolisie c'est un lieu de production et les lieux de consommation, nous regardons Pointe-Noire, ce qui fait que nous avons organisé aussi un circuit de vente, de sorte que quand les produits quittent Dolisie pour Pointe-Noire, ce sont les autres qui vendent. Je donne un exemple, il y a de chèvres ou de boucs qu'on vend, par exemple à Sibiti, à $20, $20 c'est 20 000, ça donne $40. Mais à Pointe-Noire, c'est les triples. Alors, et c'est le même jour qu'on prend. Mais comment faire pour aller à Sibiti, prendre ces boucs-là, ces bétails-là, ramener à Pointe-Noire? Ça prend un moyen de transport qui permettrait que dès que ça arrive à Pointe-Noire, il y a déjà des preneurs. Quelque chose de 20 000 francs ou $40, vous pouvez facilement revendre ça à $120 ou plus de 120 000. Alors, après avoir peint tout ce paysage qui est si brillant, je pense qu'il y aurait aussi des difficultés à dénoncer dans votre démarche d'investir au Congo. Par exemple, pour ce qui est de l'école canadienne, quelles sont les difficultés? Parce qu'on a constaté que vous avez comme raté la rentrée scolaire, le premier jour de la rentrée. Des difficultés à ce niveau? Oui, normalement c'était le 7 octobre que la rentrée devait avoir lieu. J'ai informé le préfet parce que je voulais que ça se passe sous son égide. Il a reçu ma lettre ainsi que ses services plus de 10 jours. Ce matin, je suis allé le revoir. Pour lui, il était question qu'on se conforme aussi dans les dispositions congolaises. Et là, j'avais approché la directrice départementale de l'enseignement qui est d'accord pour donner les premiers documents, disons les certificats d'ouverture, et que par la suite, il y a eu des visites qui ont été faites et on s'est dit que ça va quand même bien aller. Mais on vient quand même perturber un paysage économique éducatif. Nous, la maternelle, on amène les Français, l'anglais et les Chinois. Nous sommes la seule école. Mais toutes les autres écoles, il y en a plus de 45, elles ont peur. Maintenant, c'est tout le monde qui veut me racketter. Pour tel, beaucoup de menaces. Faites ça, faites ça. Mais nous, on se dit, mais si je laisse, j'aurais perdu tout le temps. J'ai laissé ma famille depuis novembre. Là, ça fait déjà presque une année. Je n'ai même pas assez de courage de les appeler pour dire. Mais je me dis, un jour, elle comprendrait quand elle va voir les réalisations. Alors, ça me fait un peu mal, mais ça me fait un peu du bien également. Mais sinon, les gens sont assez gentils. Avoir les documents comme un étranger, ce n'est plus facile. Je suis obligé de passer par des collaboratrices et des fois ça marche, ça ne marche pas. Il y a des choses que je pouvais acquérir à mon nom, mais je ne peux pas. Sur le site où on a bâti l'école, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Au début, c'était comme une ferme à côté de la préfecture, mais c'est rendu trop beau. Maintenant, les gens commencent à envier. C'est que quand on essaye d'améliorer, ça donne la hantise. Mais moi, je me dis, je ne peux pas m'arrêter là-dessus, puisque quelque part, je réponds au souhait de M. Sassou, président de la République, qui veut amener son pays vers l'émergence. C'est la marche vers le développement actuellement. C'est donc pour dire que les autorités ont aussi droit d'implication pour accompagner ces investisseurs hyper motivés qui veulent bien apporter leur pierre à l'édifice du développement au Congo. Revenons sur les coopératives, parce qu'il y en a plusieurs. Celle de Dolisie, celle d'Abala et ailleurs. Oui, j'ai subi les mêmes péripéties, parce que quand je suis venu, dans la même logique, ils savent que j'ai de l'argent, que ce soit les cours habillés, ils ont tenté, ça avait fini pour que l'ambassade intervienne, et c'est la façon de dire merci à mon ambassade, à mon pays, qui a contacté le service de la présidence, le ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, pour dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien.
ne rendait pas le pays de Congo vulnérable, surtout sur le plan international. Et j'ai recouvré un peu la paix. En fait, votre liberté d'action. La liberté d'action. Bon, mais je ne sais pas jusqu'à quand que ça peut aller, mais je me dis, j'y ai donné le cœur, il faut que j'aille jusqu'au bout, de sorte que les gens ressentent plus tard que ce n'était pas un mauvais choix de venir au Congo. C'est un grand pays qui, dans le passé, a montré ses grands talents et qui beaucoup de potentialités, et que, allant dans l'ancrage du chef d'État, M. Satou, je me dis c'est le seul garant qui, à un moment, pourrait voir ce qui se passe réellement, poser des questions, trouver de bonnes réponses. Mais entre-temps, on est assujetti à toutes sortes de caprices, à toutes sortes d'invectives. Aux ennemis du développement au Congo. Mais M. Philippe, dans les coulisses, m'avait dit que vous êtes en train de vouloir commercialiser cette fougère qu'on appelle chez nous, localement, le mfumbu, le coco. Il y a comme une difficulté à ce niveau-là pour l'exporter normalement vers d'autres marchés internationaux. Comment ça se passe? Oui, parce qu'il y a des normes de certification ou des normes d'exportation. Mais parmi ces normes-là, on demande la décomposition des valeurs nutritives. Mais il n'y a aucun laboratoire au Congo qui peut le faire. Alors, ça devient un problème. Maintenant, le deuxième problème, par exemple, quand je suis à Bala, les gens vont à la cueillette. Mais il n'y a pas de machine pour hacher. Mais heureusement, on a trouvé des machines qui peuvent le faire. Les gens ne comprennent pas parce que les gens veulent tout sur le court terme. Ils veulent l'argent tout de suite. Donc, le mfumbu haché? Oui. Mécaniquement? Mécaniquement, maintenant, il faut le mettre dans les sachets, les conserver et puis les ramener ailleurs. Parce que quand c'est ailleurs, un petit sachet là pouvait le vendre à 3 000 francs ou 5 $. Pendant que ici, c'est moins de 1 $ ou moins de 250 francs. Alors, on le fait comprendre puisque c'est aussi une population paysanne qui ne peut pas comprendre d'un premier coup. On pense que finalement, avec le temps, ils vont comprendre pour aller de l'avant. Ils ont des terres aussi qui n'exploitent pas, puisque eux, c'est la cueillette et c'est la pêche. Et on se dit qu'on peut faire quelque chose. Dans d'autres localités comme Pointe-Noire, là, ils sont des commerçants. On est d'accord avec eux pour qu'on regarde les activités commerciales. Et Amakwa, par exemple, c'est une ville aussi agricole. Nous regardons ce que nous pouvons faire, puisqu'ils ont beaucoup de terres. Au sud comme au nord, beaucoup de terres qui sont inexploitées. Maintenant, pour nous, on regarde avec les propriétaires terriens comment faire pour qu'ils mettent à notre disposition toutes ces terres-là érables sur lesquelles on peut travailler et les restituer un certain montant. Ils sont d'accord là-dessus. La même chose pour CBT. Alors, nous voulons travailler dans le bio, puisque le bio est devenu aujourd'hui un nouveau défi du monde. Tout le monde veut contrôler ce qu'il mange pour être en bonne santé. Et nous pensons qu'on peut saisir au bon cette possibilité pour que les gens produisent beaucoup de bio et que le marché international, aujourd'hui c'est un marché de bio et ils peuvent beaucoup s'enrichir, avoir de devises qui peuvent permettre plus tard qu'ils achètent de belles maisons, qu'on construise pour eux et qu'ils vivent sans se soucier du demain, sans penser se référer à un autre modèle d'un autre pays, puisque chaque pays est unique. Chaque pays est donc unique, donc capable de se développer par son propre chef, juste motiver, booster les bonnes volontés. Le cas de M. Philippe Valessa, qui était avec nous ce soir, je pense que ça a été aussi le dernier mot. Question de dire que investir au Congo, c'est une réalité. Investir au Congo, c'est possible. Eh bien, que tous les investisseurs arrivent et le Congo est là pour vous accueillir. C'est donc l'affaire d'opinion. C'était l'opinion d'un investisseur, un étranger qui investit au Congo, un Canadien, il vous l'a dit, citoyen du monde. Nous étions avec M. Philippe Valessa. À la prochaine, on se retrouve sur la toile. On va donc s'élever. Merci bien, très prochainement. Okay. On reviendra de l'ici. C'est donc ici que s'achève notre séjour à Dolisie avec M. Philippe Valessa, ce grand mécène, on va dire, investisseur, qui investit donc au Congo dans le but d'apporter plus ou moins sa pierre à l'édifice en ce qui concerne l'éducation de la petite enfance dans cette école canadienne. Les enfants pourront donc
s'amenuiser, apprendre le chinois, le mandarin et aussi l'anglais. Donc sur cette vaste étendue de cours, en tout cas une très grande cour, plein d'enfants viendront ici se ressourcer, se refaire une identité et aussi un cadre de vie, mais avec un standing international par rapport aux exigences actuelles dans le cadre du développement de l'homme. En tout cas, au-delà de la formation et l'éducation, d'autres secteurs sont à promouvoir au Congo. Tous les investisseurs seront donc les bienvenus à investir chez nous au Congo parce que c'est un grand défi. Le développement, là où le gouvernement ne pourra pas assurer, les populations devront se prendre en charge, mais aussi l'aide extérieure est très importante. Venez donc investir chez nous au Congo, les potentialités y sont. Au revoir donc amis de la toile, chers internautes, on se revoit toujours sur First Media. Merci.